Bien, nous allons donc ouvrir cette séance de conseil municipal et je vous propose que nous désignions comme secrétaire de séance Monsieur Vasseur, qui sera assisté de Monsieur Van den Busch. Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Non. Monsieur Vasseur, est-ce que vous voulez bien faire l'appel? Bonsoir. Nicolas Bouche. Antoine Pierrot. Héloïse Gerbert. Pierre Bertin. Emmanuel Pichonna. Kassem Lemthierry. Barbara Leroy-Ledbeur. Gilles Dumay. Pascal Lucot. Fouad Laoutide. Sabine Dewa s'est absentée de ne pouvoir à Anne Ramon. Emmanuel Magdelaine. Chantal Cousin. Thomas Hubert. Marie-Christine Goris. Nicolas Burlion. Anne Ramon. Xavier Deric. Martine Cacheux est absente et de ne pouvoir à Pierre Bertin. Guillaume Lequieffre. Céline Doutrio. En retard. Yassir Moukrim. Christine Nisol. Bertin Lambray. David Blancard. Présent. Quentin Vasseur présent. Claire Pilat est absente et donne pouvoir à Chantal Cousin. Carole Doron-Tanguy. Présente. Christophe Caudron. Vanessa Larvan. Brigitte Enoch. Laurent Frappard. Alain Mazereux. Pierre-Yves Pirat. Julien Boisse. Merci. Et Céline est arrivée. Bien, merci. Donc, avant de passer aux délibérations et notamment au budget, deux communications. La première est fort triste puisque nous allons parler du décès de Madame Thérèse Savary, décédée le 31 décembre dernier. Madame Savary a participé pendant 20 ans au travail du conseil municipal. Elle y a été élue, et notamment adjointe au maire entre 2014 et 2020. Elle s'est beaucoup occupée du PACO Vendrac dans le cadre de l'ANRU et des relogements. C'était une femme courtoise, respectueuse, attentionnée, à l'écoute, et beaucoup d'habitants dans l'Ambersart et particulièrement au PACO se souviennent d'elle avec beaucoup d'émotion et la remercie de tout ce qu'elle a pu faire pour eux lors des changements qui sont survenus au PACO. Donc, je vous propose que nous tenions une minute de silence en mémoire de Madame Savary. Je vous remercie. Ces funérailles seront célébrées à Fatima samedi matin à 9h30. La deuxième communication est beaucoup plus joyeuse. C'est Mme Gerbert qui va nous la faire au sujet du budget participatif. Bonsoir à tous. Oui, donc je vais vous présenter les résultats du troisième budget participatif. Donc il y a eu 22 projets qui ont été déposés. Après examen de tous ces projets par le comité de suivi, on a eu 8 projets qui ont été soumis au vote. Les votes, il y a eu 218 votants qui se sont manifestés via la plateforme de vote Consultvox. On est en hausse régulièrement. Pour le premier budget participatif, on avait eu 489 votants.
Pour le deuxième, on en a eu 538. Et donc là, on est aussi en progression avec 618 votants. Chaque votant avait la possibilité de voter pour 3 projets. Et donc, c'est comme ça qu'on a abouti à ces 5 projets, sachant que ça a donné lieu à beaucoup de discussions au comité de suivi, puisqu'on avait des ex-aequo. Voilà, donc il a fallu discuter pour pouvoir rentrer dans l'enveloppe. C'est l'occasion pour moi de remercier le travail justement de ce comité de suivi qui réunissait des techniciens, des élus et des citoyens qui ont été volontaires, donc 3 citoyens volontaires. Là maintenant, c'est un fonctionnement qui commence à être rodé. C'est vraiment des réunions où on a un échange d'égal à égal et vraiment tripartite, en toute liberté. Les citoyens ont vraiment pris leur part, puisque c'est en général eux qui ont assuré les relations avec les porteurs de projets, pour échanger avec eux, pour comprendre ce qu'ils souhaitaient, pour affiner le besoin, pour construire le projet avec les techniciens. Donc vraiment, je remercie tous ceux qui ont participé à ce comité de suivi pour la qualité des échanges et l'investissement qu'ils y ont mis. Donc, qu'est-ce qu'on a eu qui a été voté? Le premier projet qui est arrivé, c'est une balançoire qui pourra être ajoutée au parc des Charmettes. Le deuxième, c'est un peu plus... C'était nouveau, il y avait plusieurs projets dans ce sens-là. C'était un équipement municipal qui pourrait être mis à disposition des associations et des habitants qui organisent des événements. Donc l'idée, c'était d'équiper la ville de stationnement vélo qui pourrait être utilisé lors d'événements par la ville, mais aussi pour une fête d'école, pour un gala de danse organisé par une association. Enfin voilà, donc c'est un kit de stationnement vélo à disposition des habitants. Ensuite, des aménagements au niveau du parc du Castel. C'est notamment ajouter des assises pour s'adapter aux besoins des habitants par rapport à l'ombre et au soleil ou des choses comme ça, et de le rendre plus intergénérationnel encore, notamment en ajoutant une table de ping-pong, donc plus ado. Et un autre projet qui concerne la plaine Norbert-Ségard, qui est d'équiper cette plaine de tables de pique-nique et d'un parcours d'orientation. C'était un projet qui a été proposé par un habitant. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à disposition des habitants une animation ludique qui favorise à la fois le fait de vivre ensemble et le plein air. Voilà. Merci. Donc, merci à tous ceux qui ont déposé des projets. Merci à tous ceux qui ont expliqué à ceux qui ont déposé des projets que leur projet pouvait être retenu ou pas, en fonction de l'investissement, du fonctionnement. Tout un travail pédagogique qui est mené. Et merci à ceux qui ont participé au vote. Maintenant, il faut passer à la phase de concrétisation, ce qui, chacun le sait, n'est pas la phase la plus facile. Mais c'est aussi pédagogique. C'est ainsi, nous y arriverons. Bien, il n'y a plus de communication, donc nous allons entrer dans le vif du sujet de ce conseil municipal que je ne peux pas qualifier d'extraordinaire, mais supplémentaire. Hein. Je vous rappelle les vicissitudes de la M57 que nous avons découvert au fil de l'eau, et donc les déboires qui nous ont conduit à mettre en place ce conseil municipal spécifiquement dédié au budget, et à mettre en place un nouveau ROB qui s'est déroulé lundi dernier. Merci aux élus qui étaient présents, merci aux services qui ont organisé ces conseils municipaux supplémentaires. Bon, là, sauf erreur, mais bon, on devrait être dans les clous pour pouvoir voter ce budget, et donc il ne devrait pas y avoir de conseil municipal supplémentaire. Et donc, comme j'ai l'habitude de le dire, l'heure de gloire de Monsieur Lemthiri, qui va nous garder 2 heures en haleine. Bonsoir à vous tous. Merci, Monsieur le maire. La première délibération concerne le vote des taux. Et donc, comme tous les ans, nous votons le taux d'imposition directe locale. Pour l'année 2026, nous maintenons les mêmes votes. Malgré les réductions successives des dotations et cette réalité financière structurelle qui concerne la ville de Lambersart, nous maintenons les taux et nous n'augmentons pas les taux de taxes sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti
Et néanmoins, nous avons bien maintenu également la majoration de 60% pour le taux sur les résidences secondaires. Donc le foncier bâti, il est à 50-77%, le non bâti à 43-53%, et sur les habitations, sur les résidences secondaires, 32-72%. Sur ces bases, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter ces taux. Donc 37,72 pour la résidence secondaire. Y a-t-il des demandes d'intervention? Ça sera global dans le budget? Bon, très bien. Néanmoins, il faut quand même qu'on vote les taux pour pouvoir après avoir un budget qui soit sincère. Donc, je mets cette délibération du vote, enfin des taux d'imposition, donc inchangés au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. J'ai oublié dans les communications, et je m'en excuse platement auprès des intéressés, de signaler que j'avais reçu un courrier de Monsieur Boisse qui m'expliquait qu'il prenait son autonomie par rapport au groupe de Monsieur Pirat. Et donc ça veut dire que notamment dans les tribunes, eh bien, Monsieur Boisse, vous aurez droit à quelques lignes, et Monsieur Pirat, qui était tête de liste en 2020, conservera le nombre de caractères auquel il a droit depuis 2020. Voilà. Donc, je m'excuse d'avoir omis de signaler ça en entrée de conseil. Nous passons à la délibération suivante. Je me rejoins également au maire pour remercier les services de la ville, en particulier les services finances et les services juridiques, d'être mobilisés pour préparer ces différents conseils, ces différentes commissions. Donc, avant la présentation du budget 2026, et comme vous le savez, il vous a été présenté dans un contexte national sensible, tendu, contraint et incertain. Encore une fois, les collectivités ont fait les frais de l'austérité budgétaire imposée par le gouvernement. De nouvelles coupes budgétaires en 2026 vont à nouveau impacter le budget de notre commune et nous obligent à travailler, à préparer, à organiser un budget de manière très, très prudente. Faire progresser le service public avec moins de soutien institutionnel, ça nous efforce, ça nous oblige à élaborer un budget 2026 de manière prudente. Nous souhaiterions néanmoins continuer nos investissements. Nous souhaiterions continuer ces investissements qui nous paraissent nécessaires à la qualité de vie, à la transition écologique et sociale, mais surtout pour répondre au plus près de la population et au plus près de l'intérêt général. Malgré ce contexte national contraint, le budget que je vous présenterai dans quelques instants est équilibré, maîtrisé et témoigne de la bonne gestion et de la bonne santé financière de notre ville. Je démarre par les recettes de fonctionnement, le chapitre 013, les atténuations de charges qui concernent les remboursements des indemnités. Donc cette réduction de 100 000 € est due en premier lieu à la fin de la mise à disposition de personnel dans le cadre de la DSP et de la révision de contrats d'assurance en limitant quelques garanties, surtout sur le parc automobile. Le chapitre 70 qui concerne la vente de produits et de services qui passe de 1 339 000 à 2 millions, c'est plutôt une augmentation qui est observée sur la refacturation de la restauration collective pour les parents. Donc, nous touchons la recette, mais nous dépensons également la totalité auprès du nouveau prestataire API. Le chapitre 73, impôts et taxes, ce chapitre, il concerne les dotations et les compensations versées par l'État. Nous avons intégré ici la majoration sur les résidences secondaires de la taxe d'habitation d'environ 163 000 € en fonction bien sûr des résidences secondaires qui restent en 2026. Pour rappel, nous maintenons les droits de mutation à leur niveau 2025 à 1 700 000 €. Le 731 qui concerne la fiscalité locale, donc les recettes fiscales provenant essentiellement du bâti et du non-bâti, la taxe sur l'électricité et la taxe locale sur la publicité. Le chapitre 74 qui concerne les dotations et les participations reste stable, 5 157 692 à 5 176 978.
Donc là, il n'y a pas vraiment une grande différence par rapport aux dotations que nous touchons de la part de l'État. En tout cas, à l'élaboration du budget, les modifications que nous avons reçues, bien évidemment, ne sont pas définitives. Donc, principe de prudence, nous les avons évaluées au même niveau que le budget 2025. Nous retrouvons également toutes les dotations et les participations, les subventions, la DGF, la CAF, les dotations de péréquation et donc et la compensation, bien sûr, de la taxe d'habitation. Le chapitre 75 qui concerne les redevances et les loyers. Ici, vous observez qu'en 2025, nous avions provisionné 1 million d'euros qui concernent les provisions qu'on devait toucher à la fin de la DSP du pont restauration, que en 2026, bien évidemment, ça reste stable par rapport à cette année. Le chapitre 76 qui concerne les produits financiers. Donc ici, ça concerne plutôt les intérêts que nous avons perçus suite au placement que nous avions passé sur les comptes à terme. Donc, globalement, les recettes de fonctionnement demeurent stables entre le budget 2025 et le budget 2026. Donc, aucune évolution de ces produits et qui s'explique par notre prudence et puis par rapport aux prévisions, vu que le PLF 2026 n'a pas encore été voté. En termes de dépenses de fonctionnement, je m'arrête sur quelques chapitres également. Le chapitre 011 qui concerne les charges à caractère général. L'augmentation entre 6 97 690 et 6 290 521 concerne deux éléments. Le premier, c'est la fin de la DSP et la reprise par la mairie de la gestion directe de la facturation suite au changement de prestataire. Et la deuxième, c'est le renouvellement d'un marché sur la maintenance et sur l'entretien des chaudières. Sinon, ce chapitre-là aurait connu une réduction de 178 000 euros entre 2025 et 2025. Ça montre quand même une gestion plus rigoureuse de ce chapitre-là. Sur les charges de personnel, j'ai eu l'occasion de l'expliquer pendant la présentation du rapport d'orientation budgétaire. Lorsque nous avons préparé le budget en décembre 2024, nous n'avions pas non plus tous les éléments qui allaient être validés par le changement du Premier ministre. Le Premier ministre Barnier avait décidé quelques augmentations, par exemple la cotisation pour les caisses de retraite, et qui ont été bien sûr appliquées à partir de 2025 jusqu'en 2028, 4 points tous les ans. Il y a aussi des mesures catégorielles qui ont été imposées. Donc nous avons un tout petit peu budgété les 1 848 000 euros. Aujourd'hui, nous avons un atterrissage plus ou moins précis sur l'année 2025. Nous restons également prudents et on budgète en 2026 18 550 000 euros. Donc, gestion efficace, fine. Elle permet d'optimiser quand même les RH et de limiter les augmentations de la masse salariale. Les embauches, bien évidemment, se font de manière prioritaire lorsque les besoins s'avèrent dans différents services. Le 014, 676 800 euros et on passe à un budget de 2026 à 705 000 euros. Ici, c'est le reversement de la MEL des 500 000 euros. Et puis, il y a les amendes également SRU qui ont été majorées. Donc, nous continuons quand même les acquisitions tous les ans afin de neutraliser et de réduire les pénalités. Donc voilà pourquoi il y a cette petite augmentation sur le chapitre 014. Je passe au chapitre 65 qui concerne les subventions pour les associations, la subvention pour le CCAS, les écoles privées, les bibliothèques, les garderies, donc qui reste stable, 4 979 632. Nous passons à 4 968 113 euros. Les charges financières diminue de 32 000 euros entre 2025 et 2026. Ce qui pourrait expliquer cette petite diminution, c'est le désendettement et puis quelques diminutions des emprunts à taux variable. On a eu 2 fins d'emprunt en septembre également 2025. Vous avez une autre slide qui
qui présente un petit peu les charges à caractère général. Le 011, depuis 2020, 6 365 000. Nous passons à 291 000. Gestion plutôt sérieuse, une bonne gestion sur le 011. Sur les charges de personnel également, une augmentation qui peut s'expliquer par le GVT, qui peut s'expliquer aussi par les mesures catégoriales, qui peut s'expliquer aussi par les impositions de l'État sur les augmentations. Et puis, je vous ai présenté également l'amende SRU pour 2026 de 329 401 €, qui reste à payer seulement 203 921 grâce aux différents achats effectués. Il y a également un petit tableau qui présente un petit peu les différentes augmentations sur les écoles, sur l'éclairage, la diminution grâce aux pauses des LED, les énergies fluides, que nous continuons quand même un travail de réduction énergétique, que ce soit pour les véhicules en achetant des véhicules moins polluants, que ce soit pour les isolations thermiques de nos différents bâtiments, des écoles, donc ce qui peut expliquer également cette diminution des énergies fluides et puis quelques diminutions dans d'autres services. En recettes d'investissement, donc ici je m'arrête sur les 3 lignes les plus importantes. Le FCTVA, le fonds de compensation de la TVA, qui est lié aux dépenses d'investissement de l'année précédente. Donc ici, nous avons 700 plus la TLE, bien sûr, 744 500 en 2025. Nous aurons 374 500 en 2026. Les subventions et les investissements reçus qu'on verra également dans un autre tableau, ce sont toutes les subventions qu'on est sûr d'obtenir, ou en tout cas qu'on a déjà une première notification, sauf pour 2 projets, celui de la piste d'athlétisme et celui pour le terrain Guilofort, le 2e terrain Guilofort. Et puis, nous avons un emprunt, bien évidemment, qu'on va mettre pour équilibrer la section d'investissement de 4 362 722. Et bien évidemment, cet emprunt-là sera effacé au moment de la clôture du résultat 2025, bien sûr, et des résultats antérieurs. Sur les recettes d'investissement, nous avions eu en 2025 6 320 600 et en recettes d'investissement budget 2026, 9 591 062. Voilà ce que je peux vous dire sur les recettes d'investissement. Vous avez également le tableau qui présente l'ensemble des projets qu'on souhaite réaliser et pour lesquels toutes les demandes de subventions qu'on passe également en délibération, en fonction bien sûr des dates, en fonction des organismes qu'on peut solliciter. Terrain d'honneur, piste d'athlétisme, stade Guilofort, aux alentours d'1 600 000 € d'investissement. Nous avons fait des demandes de l'ordre de 550 000 € auprès de la MEL et auprès de la région. Le restaurant scolaire pour le fonds concours transition énergétique et bas carbone du patrimoine communal, vous allez le voir en APCP, la MEL 124 000 €. La même chose pour le projet Garderie La Cabane à Grandir, il y a une demande auprès du département et une autre demande pour la DSIL, donc de l'investissement local auprès de la préfecture, donc auprès de l'État. Il y a également des travaux que nous avons déjà réalisés l'année dernière pour savoir s'il y a un potentiel géothermie. On va le faire également pour les études à l'école maintenant. On a fait une demande auprès de l'ADEME, donc l'association qui participe à tout ce qui est fonds écologique et transition écologique, 10 000 430 €, géothermie également pour Breguet, des alarmes que nous passons tous les ans auprès de la préfecture pour le FIPD pour 8 000 €, et la même chose pour le gilet pare-balles auprès de la préfecture dans le cadre du même fonds. Total estimé pour les projets déposés, 903 460 €. Voici la liste des demandes de subventions attendues pour tous les projets 2026. En termes de dépenses d'investissement, donc il est important de rappeler que l'année 2026, on va avoir un haut niveau d'investissement pour notre ville, pour une ville en tout cas de 30 000 habitants, avec un montant de 8 500 000 €. Voilà, j'ai présenté ici 9 591 000. Néanmoins, on va intégrer le chapitre 21, 23 et le 20 pour pouvoir avoir quel est l'investissement que nous souhaiterions réaliser.
Donc, pour une ville comme la nôtre, pour conforter surtout le service public et préparer l'avenir et à la hauteur de notre ville et des enjeux climatiques et de transition écologique, ainsi que les enjeux liés au cadre de vie des Lambersartois. Donc voilà, tous ces projets-là vont être détaillés dans 5 familles. La première famille, c'est l'entretien du patrimoine. Je vous cite quelques projets. Il y a des travaux au niveau de la toiture de l'église Saint-Sépulcre, des travaux d'aménagement au niveau de l'aréna, de la remise en état du bâtiment que nous avions acheté pour 50 000 euros, pour les travaux d'aménagement aréna, 85 000 euros, des travaux pour l'accessibilité, nous avons budgété 100 000 euros. Il y a les travaux de menuiserie et réfection de la façade côté cour au niveau de l'école maintenant pour 220 000 euros. Les menuiseries dans différents bâtiments pour 350 000 euros. Il y a également la salle Coubertin pour la pose de panneaux photovoltaïques pour continuer ce travail-là d'isolation thermique et de réduire notre facture énergétique. Il y a également des travaux d'isolation dans d'autres bâtiments pour 100 000 euros, des alarmes qui vont être installées dans différentes écoles et bâtiments pour 45 000 euros. Les travaux dont je vous ai parlé au niveau du terrain Guilofort, donc il y aura, on va refaire tout le terrain d'honneur Guilofort parce que nous ne pourrions malheureusement plus pratiquer dans de telles circonstances. Et il y a également la piste d'athlétisme qui est vraiment dans un état très très dégradé pour la somme de 1 528 000 euros. Et puis il y a d'autres travaux qui seront réalisés pour entretenir notre patrimoine. Donc, pour cette famille, nous sommes à 3 753 000 euros. Famille de ce qu'on appelle la famille voirie. Donc, il y a des travaux mobiliers de voirie lorsqu'il y a des rues ou des avenues qui sont refaites. Il y a les aires de jeu au niveau du parc des Charmettes et dans d'autres endroits. Il y a des travaux de voirie également à l'hôtel de ville. Il y a les garages à vélo. Nous continuons le même travail d'achat de garages à vélo pour pouvoir développer la mobilité douce. Il y a également les éclairages publics et les illuminations, tels qu'on l'a fait par exemple au niveau des bords de Dole, pour un total de 230 000 euros. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'amende des SRU qui a été malheureusement majorée par manque de logements sociaux dans notre ville, nous avons depuis plusieurs années pris la décision d'acquérir des logements pour pouvoir neutraliser ou du moins réduire la pénalité SRU. Donc là, il y a également un projet d'acquisition d'un terrain auprès du bord de Dole. C'est un terrain sur lequel nous organisons parfois des manifestations. Ça serait bien que ce terrain-là puisse revenir à la ville. Une autre famille qui concerne les projets du mandat et qui vont être exposés un peu plus loin dans le cadre de la délibération des APCP. Restaurant République, 1 870 000 euros en 2026. Agrandissement de la cabane à grandir, 1 145 000 euros pour 2026. Les aménagements du parc des Charmettes, les travaux dans les cours d'école également pour la somme de 161 000 euros. Donc tous ces projets-là vont être réalisés avec les sommes inscrites en 2026 pour une somme totale 3 481 000 euros. Je souhaite également m'arrêter sur quelques ratios. Donc, l'histogramme bleu vous représente l'encours de la dette. Vous voyez un petit peu que nous sommes partis de 17,6 millions en 2020. Nous arrivons quand même à environ 10 259 000 au 1er janvier 2026. Nous avons également une présentation de la CAF en vert, la CAF brute, qui était minime en 2020. Vous observez un petit peu qu'on arrive quand même à autofinancer nos projets. L'annuité de la dette, je l'ai présenté tout à l'heure, qui diminue à force de nous désendetter. Et puis il y a également la CAF net également qui augmente, ce qui nous permet d'avancer avec une santé financière relativement bonne pour la ville de Lambersart. Le deuxième graphe vous présente la dette seulement, 17,6 millions, 9 221 au 31 décembre 2026. Vous voyez à votre droite un tableau qui présente le remboursement du capital de 1 148 000. Nous avons baissé jusqu'à 1 50 000. Donc, il y a également des intérêts qui baissent de 15 000 euros entre 2025 et 2026 et 131 000 euros
depuis 2020. Donc ces intérêts-là, bien sûr, qu'on ne paye pas à la banque, permettront également de financer quelques projets au niveau de la ville de Lambersart. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, Monsieur Lemthiri. Monsieur Caudron, je vous passe la parole. Bonsoir, Monsieur le maire, mes chers collègues, Monsieur Lemthiri. C'est ma dernière intervention au conseil municipal de Lambersart. Ça devait l'être d'ailleurs fin 2025, mais voilà. Et je voulais faire un petit bilan, pas du mandat, mais rassurez-vous, ça va être rapide, de 37 ans de mandat, parce que je vous rappelle que j'ai été élu en 1989, certains n'étaient pas nés, et que j'ai été même benjamin de ce conseil municipal pendant 2 mandats. C'est, rassurez-vous, enfin, c'est un statut très éphémère d'être benjamin d'un conseil, ça arrive à tout le monde. Et puis ensuite, donc conseiller municipal 2 mandats, 3 mandats d'adjoint, finance 2 mandats, démocratie participative, premier adjoint, conseiller métropolitain, et enfin ce mandat de conseiller municipal. Et je suis fier à la place qui a été la mienne, donc au cours de ces différents mandats, d'avoir modestement contribué à l'évolution, à la transformation d'une des plus belles villes, et je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, d'une des plus belles villes de la métropole au cours de ces décennies. J'ai cité 3-4 exemples. Il n'y a pas c'est des choses qui me reviennent et qui m'ont tenu à cœur. Donc, par exemple, au début de mon premier mandat, une église Saint-Sépulcre qui était à refaire, c'est quand même rare et c'est à signaler dans un mandat d'élu, puisque Saint-Sépulcre, quartier de mon enfance, Saint-Canteleu, qui appartenait à la ville, puisque construite avant 1905, et donc qui a été reconstruite au début de ce mandat-là, au début des années 90. Donc, c'est pas rien de reconstruire une église. Déjà, une opération de rénovation urbaine à Canteleu. Alors, c'était sous l'ANA, l'agence d'amélioration de l'habitat, au début du premier mandat, les fameuses courées de Canteleu. Il y avait des délibérations à chaque conseil sur cette rénovation urbaine. L'île 2004, on peut dire un mot de l'île 2004, cette maison folie, ce magnifique Colisée, l'équipement culturel avec ses expositions et ses jardins, bien sûr. Et évidemment avec la MEL déjà et l'inauguration en présence de Pierre Mauroy, ancien Premier ministre. L'ANRU, justement, le plan Borloo avec toute l'amélioration de l'habitat, des conditions de vie des habitants, le désenclavement du quartier, les nouveaux équipements. On peut citer la belle salle de sport Coubertin, le parc, le pôle animation. On se souvient, là aussi, je me souviens de la visite de Jean-Louis Borloo himself. Et puis, bon, on ne va pas insister lourdement, mais je pense que la ville devait bénéficier et utiliser cet effet de levier. On a eu une AP, j'ai retrouvé l'AP, c'était 18 millions, mais c'était un effet de levier, donc forcément avec un peu d'endettement. Mais c'était important de soutenir et de choisir ce plan Borloo pour améliorer le quartier. Autre chose, mais les 4 fleurs, ça peut paraître mais évidemment moins significatif. C'est important puisque peu de villes en font partie de ce cercle des 4 fleurs. C'est une consécration en matière environnementale et au-delà, de développement durable déjà. Et c'est très bien puisque ce label a été maintenu, donc c'est très bien. On peut citer aussi l'aménagement du parc Saint-Pierre avec cette partie, cette ouverture au public et cette partie sacralisée, 1/3, je crois, du foncier. Et puis, je terminerai par la dimension européenne de cette ville. Évidemment, je suis trop jeune, il ne faut pas croire que j'ai connu le jumelage avec Viersen, il ne faut quand même pas exagérer. C'était en 1970. Mais j'ai connu les prémices et les premiers échanges avec Southborough, avec les Anglais de Southborough. 92 de mémoire, le jumelage. Et finalement, on peut dire dans cette ville un dynamisme de ces jumelages, tant avec Viersen qu'avec les Anglais. Et bien sûr, au-delà des élus, des associations de toute nature qui se réunissaient. J'ai par exemple un souvenir ému d'un dépôt de gerbes avec nos amis allemands au cimetière militaire en face du Mont Garin. Donc c'est émouvant de déposer des gerbes dans un cimetière militaire allemand. Une pensée pour les maires avec qui j'ai l'honneur de travailler. Je vais citer Marc-Philippe Daubresse, Jacques-Yves Vanberg, Christiane Krieger. Je vous cite aussi Nicolas Bouche. Je pense qu'on se connaît quand même depuis pas mal d'années. 2008, me semble-t-il, puisque vous avez été élu en 2008. Opposant, mais je pense toujours dans l'échange, la discussion, confrontation d'idées, mais d'estime et de respect mutuel. Et il me semble que vous l'avez souligné vous-même, je crois, dans votre bilan, un apaisement au conseil municipal. Nous avons, vous et moi, connu des conseils beaucoup plus sportifs.
Et puis, donc je pense à ma famille, mon épouse et mes enfants, parce que vous le savez tous les élus ici, seuls on ne fait rien, on est pas mal absent de la maison, et donc c'est important d'avoir le soutien de sa famille et de ses enfants et de sa femme. Voilà ce petit mot, vous voyez, c'était rapide. Alors sur le budget, monsieur M. Thierry, je suis déçu parce que ça sera notre dernière joute, sur la forme déjà, ça sera notre dernière joute verbale, en tout cas officielle en conseil municipal. Je vous remercie de votre exposé, je remercie les services. Les remarques liminaires, on l'avait un peu évoqué au ROB, c'est vrai que ça demeure tôt, mais vous l'avez dit, on est d'accord là-dessus, puisque le projet de loi de finances n'est pas voté. Donc on a forcément des notifications qui ne sont pas définitives, vous l'avez dit aussi. Bon, donc ça, c'est pas simple. Et je vous rejoins aussi, il est toujours tentant pour le pouvoir central, de gauche, de droite, du centre, de continuer, et vous l'avez dit aussi, à serrer la vis des collectivités locales. À quelle sauce sera-t-on mangé cette année ? Ce qu'on est sûr, c'est qu'on va inéluctablement, quand on se projette, enfin, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on se projette, sur la perte d'autonomie, quoi, qui est chaque fois le plus importante, la perte d'autonomie des collectivités locales. 2026 sera aussi une année électorale. En 2020, on en avait parlé peut-être au ROB, l'équipe municipale de l'époque avait fait le choix de ne pas voter le budget avant les élections. Vous faites le choix de le voter. On peut, hein, évidemment, on peut aussi le voter jusqu'à fin avril. La future majorité, quelle qu'elle soit, pourra, le cas échéant, rectifier ce budget. Et d'autres communes le votent aussi. Je vais citer Marc-en-Barœul, sinon vous allez me le citer vous-même. Et Marc-en-Barœul a voté son budget, donc on peut, c'est pas un souci. C'est vrai. Alors, on salue la stabilité fiscale, donc évidemment. Ça, c'est une bonne chose. Vous évoquez des investissements plus conséquents. On verra après, on a des APCP. Très bonne chose. 8,5 millions d'investissements cette année. L'entretien du patrimoine, c'est très bien. Et puis l'accompagnement de voirie. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus, vous l'avez cité. Et à ce stade, je fais toujours le clin d'œil, puisque vous êtes bien obligé, à ce stade, d'afficher 4 millions d'emprunts pour équilibrer le budget à ce stade. Bon. Alors, et je crois que je me réfère à l'interview du maire dans La Voix du Nord. Bon, on n'emprunte pas par envie. Personne n'emprunte par envie. Et on ne peut pas dire non plus qu'on emprunte en cas de force majeure. Bon. Mais selon le cas, et notamment, alors c'est un parallèle avec le particulier, achète-t-on une maison au comptant ? En tout cas, moi, je n'ai pas les moyens. Mais c'est vrai que face à un équipement long, alors je me répète, on emprunte, enfin, on finance long. Et donc, surtout quand les taux étaient proches de zéro, comme on les a connus, je crois, en 21, enfin un peu après le Covid. Et là aussi, alors j'y avais regardé parce que quand j'ai vu votre interview, monsieur le maire, dans La Voix du Nord, on avait l'impression, alors il y a le PACO, effectivement, et qu'après, la ville n'avait plus rien fait, quoi. Bon, en tout cas, donc j'ai ressorti des vieilles AP. Et c'est vrai que la ville a continué à investir entre 2014 et 2020. L'enfouissement des réseaux à Verguel, ça a été fait en plusieurs tranches. La maison de l'emploi, qui était toujours un peu dans le cadre du plan Borloo, 1,7 million. La parville de Maréchal Leclerc. La rénovation de Gaulle, 2 millions. Un terrain synthétique, déjà à l'époque, à Guy-Lefort pour 2 millions. Vidéoprotection, etc., etc. Et bien sûr, École Pasteur, 6 millions par emprunt, mais aussi par cession de foncier, puisqu'on a toujours, on le verra tout à l'heure dans les placements, le produit de cession de cet actif. On a investi encore dans l'accessibilité, la décentralisation des restaurants scolaires, et je m'en félicite, vous le poursuivez. On a évoqué le restaurant République. Les locaux du CCAS avaient été lancés aussi, ou même l'accompagnement du centre-bourg. Alors, vous avez investi, on ne nie pas la chose, vous avez investi en autofinançant et en allant chercher, et c'est très bien, des subventions. Les équipes précédentes, elles ont aussi investi et elles ont mixé autofinancement, subventions aussi, et emprunt. Et donc, je continue à dire que la situation financière, si elle avait été catastrophique, on aurait été sous tutelle. Je peux dire qu'elle a été tendue, et ça ne me choque pas de dire tendue. Alors, un peu structurellement, on sait qu'on a un sujet quand même de ressources fiscales dans cette commune, historique. Et donc, par exemple, fallait-il passer à côté d'un plan Borloo avec donc une AP à 18 millions. Donc, la réponse est non. Alors, c'est vrai que c'était une sorte de pic de dette et que forcément, quelque part, vous en tirez... À partir du moment où on n'emprunte plus, c'est mécanique. Si on n'emprunte plus, on se désendette et on bénéficie, vous l'avez dit, il y a eu des extinctions d'emprunts, parce qu'il y a des emprunts qui sont longs,
enfin qui était là depuis longtemps. Donc diminution de la dette, et puis diminution de certains taux variables. Enfin bref, donc c'est un peu mécanique. Si on n'emprunte pas, M. de la Palisse aurait pu le dire aussi, si on n'emprunte pas, on se désendette. Ça, c'est sûr. Mais moi, je continue à penser que sur des équipements longs, une forme, on l'a dit l'autre fois, d'équité intergénérationnelle un peu. Donc on peut, sur un restaurant scolaire, sur des gros investissements, peut-être sur une piscine, j'entends que dans le futur, il y aura des débats là-dessus, à un moment, il faudra bien emprunter un bout. Il n'y a rien de déshonorant. Et je fais pas là, c'est pas le banquier qui parle, c'est le conseiller municipal. Bon, voilà. Parce que c'est vrai que là, vous allez sortir sans doute un bel autofinancement, mais vous pressurez. Moi, je trouve que le fonctionnement est assez pressuré. J'ai vu d'ailleurs les frais de personnel, ils sont en diminution. Enfin, vous répondrez, mais... Et donc, on peut peut-être s'en inquiéter quand même aussi, parce qu'on est tous pour un service public de qualité. Alors, dans votre bilan, j'ai vu, et on pourra en reparler, il y a la CAF. Alors, dans votre document bilan, vous avez une CAF. Alors, je ne sais pas si c'est brut ou net, mais moi, j'ai des chiffres. J'ai une CAF brute de... Et alors, donc, vous mettez 660. Enfin, on ne va pas faire le débat, ça devient technique. Et la dette était plutôt de 16 millions que de 17 en 2020. Bon, enfin, c'est pas très grave. Bon, donc une gestion saine, c'est une gestion un juste équilibre entre autofinancement, recours à l'emprunt, et puis ça complète, et vous le faites bien, on n'a pas dit le contraire, le recours aux subventions. Et puis, de toute façon, le budget, et heureusement, les budgets des collectivités doivent être votés en équilibre. Ça serait bien de l'imposer à l'État à un moment, mais donc... le budget doit être voté en équilibre et l'emprunt ne finance pas le fonctionnement. Bon. Alors, j'insisterai pas non plus parce que c'est une forme de marronnier journalistique sur l'éclairage public. Ça revient régulièrement. À force de demander l'avis des gens, on va le demander tous ensemble le 15 et le 22 mars sur faut-il rallumer ou pas. Surtout qu'on a des moyens technologiques, ça a été évoqué tout à l'heure aussi. Sur les caméras, j'ai vu aussi les débats et le bilan. Bien sûr que ça pourrait être disparate, parce que les premières caméras, elles dataient d'Yvon Cousin, et les 95, donc c'est vrai que le parc, il pouvait être de différents niveaux. En 2020, il y avait des études qui avaient quand même été faites. Le marché était prêt, et donc à ce moment-là, ça a été annulé. Bon, c'est un choix, puisqu'à l'époque, vous considériez qu'elles ne servaient à rien. Et je vous remercie de votre écoute, et nous voterons contre ce budget. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Pirat. Ouais, écoutez, c'est aussi mon dernier conseil municipal. Et c'est vrai que j'étais déjà élu dans les années 2008, etc. Moi j'avais annoncé dans La Voix du Nord, le 6 avril 2024, mon intention de ne pas mener de liste en 2026 pour laisser la place aux jeunes. Alors je peux exprimer ma fierté d'avoir porté la parole d'une gauche sociale, écologique et solidaire, rassemblée, sérieuse, généreuse et responsable, qui n'a pas peur d'afficher ses valeurs, loin de toute logique manipulatrice, d'avoir porté la parole d'une opposition vigilante et constructive, aux côtés de Catherine Gilleron d'abord, qui était conseillère municipale pendant 2 ans, et de Julien Boisse, présent à mes côtés. Petite anecdote, on s'en est parlé récemment, mais je tenais à le redire. Ce qu'on vient de reparler de la vidéosurveillance, effectivement, à l'époque, j'étais aussi conseiller municipal et j'étais opposé à la vidéosurveillance. Et surtout, je surveillais les dérives liberticides possibles. Donc j'avais préparé à plusieurs, comme on fait toujours, on l'a toujours fait pour toutes les prises de parole qu'on a pu faire jusqu'à présent, une rédaction, une intervention. Et quand je l'ai lu, il n'y avait pas d'écoute, vraiment. J'avais un maire en face de moi qui regardait son téléphone, etc. J'avais l'impression de gêner un petit peu, c'était ma première intervention. Et je cherchais donc à la raccourcir, je sautais des phrases, j'essayais de faire un petit résumé.
Hein, c'était déjà assez long à l'époque. Et il y a mon voisin qui m'a conseillé, qui m'a dit de ne pas me laisser impressionner et d'aller jusqu'au bout de l'intervention. C'est ce que j'ai fait. Alors j'espère, monsieur le maire, que vous ne vous en êtes pas mordu les doigts depuis, puisque maintenant je vais jusqu'au bout de mes interventions sans chercher à les raccourcir. Donc voilà. Et en tout cas, je voulais souligner que je voulais vous remercier pour les indemnités que chaque conseiller municipal touche, même dans l'opposition. C'est quelque chose qui permet de reconnaître le travail qui est fait par chacun, et je pense que il faudrait que ça se prolonge et que l'équipe municipale qui arrivera après, ou si c'est vous, que ça se prolonge, si c'est une nouvelle équipe, que ça se prolonge aussi. Voilà. Donc, voilà, je vais commencer mon intervention maintenant sur le budget, qui est assez longue, je suis désolé. Alors, monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, chers collègues, le budget présenté marque une transition offrant à la future équipe une capacité d'autofinancement de 4,5 millions d'euros, supérieure à celle de 2020. On ne va pas chipoter sur les chiffres. L'équipe qui présidera aux destinées de notre commune pourra compter également sur des frais de fonctionnement réduits grâce aux travaux de rénovation du patrimoine, notamment sur les plans thermiques et énergétiques. Pour mémoire, nous avions voté pour le budget qui prévoyait des investissements conséquents dans ce domaine, alors que la hausse du prix de l'énergie impactait de nombreuses communes. Et oui, il nous est arrivé de voter pour. Il est bon de le rappeler. Le remboursement annuel de la dette passera de 1 200 000 euros en 2026 à 800 000 euros en 2032, à la fin du mandat prochain. Alors que l'installation de familles dans les nouveaux logements devrait, théoriquement, augmenter les recettes. On peut donc estimer que les perspectives laissent entrevoir des possibilités accrues, même si le remboursement de la dette actuelle s'étalera encore sur 3 mandats jusqu'en 2043 pour le dernier emprunt. Par ailleurs, il est important de souligner que les sommes mobilisées pour les APCP votées se réduiront de 5,1 millions en 2026 à 1,1 million d'euros en 2027. De ce fait, et du fait des constats précédents, l'équipe qui sera élue en 2026 aura plus de latitude pour investir. Elle pourra emprunter de nouveau en réduisant notamment la part des APCP pour répondre plus rapidement aux besoins des Lambert-Sartois. Lors du débat d'orientation budgétaire d'octobre 2025, nous avons souligné que le déficit en logements sociaux pénalise durablement notre commune du fait de la perte de la DSU. Et malgré les efforts, nous ne sommes pas prêts de voir disparaître les pénalités SRU. Il manque plus de 800 logements sociaux pour respecter les critères de la loi SRU. Si les projets en cours réduiront à terme ce déficit de moitié et permettront de franchir le taux de 20%, la commune devra poursuivre ses efforts dans ce domaine pour atteindre les 25% que la loi exige de nous. De ce fait, les sommes utilisées pour neutraliser les pénalités SRU risquent de s'installer durablement dans notre budget. Dans ce cadre, une politique volontariste de lutte contre le logement insalubre ou d'accompagnement de logiques d'intermédiation couplant rénovation thermique et conventionnement est nécessaire, comme nous l'avions déjà suggéré. Monsieur le maire, monsieur l'adjoint aux finances, chers collègues, nous n'avons pas toujours partagé vos choix budgétaires parce que nous estimions qu'il fallait investir davantage et plus rapidement pour répondre aux urgences sociales et écologiques. Mais force est de constater que votre gestion sans emprunt a permis d'assainir la situation financière de la ville. Toutefois, il est essentiel de rappeler que les services municipaux ont besoin de retrouver du souffle et des moyens renforcés pour fonctionner efficacement.
Nous estimions, et nous estimons toujours, qu'il faut rééquilibrer le budget vers plus de solidarité, car le contexte social se détériore rapidement. Les statistiques publiées mi-décembre par l'INSEE révèlent une aggravation sans précédent de la pauvreté et des inégalités en France en 2023. L'inflation, la réduction des aides sociales et certaines réformes structurelles expliquent cette dégradation. Les plus modestes voient leur situation se détériorer, tandis que les plus aisés bénéficient d'un enrichissement accentuant le fossé social. Les habitants de notre ville sont touchés par cette réalité. Le niveau de vie des ménages les plus modestes a reculé du fait de l'inflation et, chose nouvelle, celui des travailleurs indépendants classiques également. Le budget du CCAS risque d'être vite contraint. La solidarité devra certainement s'élargir au-delà des bénéficiaires traditionnels et le prix des services devra être maîtrisé pour rester à la portée de toutes les bourses. Cela veut dire que notre commune doit prévoir également les efforts qui seront nécessaires du point de vue de la solidarité. Cela renvoie au débat que nous avons eu en cours de mandat. Cela demande notamment de renforcer le budget du CCAS. Les urgences liées aux crises climatiques, écologiques ou encore sociales exigent des moyens accrus alors que la baisse continue des dotations réduit les moyens dont notre ville aurait besoin. Seule une réforme fiscale juste et globale pourrait permettre de répondre plus rapidement aux besoins des Lambersartois. Et les besoins sont nombreux, vous les connaissez. Il faut préparer la ville pour répondre aux conséquences du dérèglement climatique tout en faisant face à l'entretien des équipements vieillissants, la malfaçon des constructions récentes, et le temps arrive où il faut remplacer ceux devenus obsolètes. Et dans le même temps, il faut répondre aux besoins sociaux. Le besoin en crèche, en garderie, à des tarifs à la portée de toutes les bourses est réel. De notre point de vue, un véritable service public de la petite enfance est à créer. Il serait nécessaire pour accueillir dans les meilleures conditions les familles avec de jeunes enfants appelés à s'installer dans notre ville. Le temps de restauration devrait également évoluer avec la construction d'une cuisine centrale qui permettrait de répondre davantage à des besoins de qualité et de prix. Cette liste est loin d'être close, mais il s'agit ici d'expliquer notre vote de ce soir, pas d'anticiper les débats de la prochaine campagne. Pour conclure, si nous reconnaissons que vos efforts ont permis d'assainir la situation financière de notre commune, que ce fait en matière d'écologie et de démocratie participative vont dans un sens que nous apprécions, nous ne pouvons pas soutenir ce budget. Nous regrettons que ce budget ne soit pas plus ambitieux en matière de solidarité. Il ne répond pas suffisamment à l'urgence sociale qui frappe nos concitoyens. Même si nous prenons acte des efforts engagés, malgré la baisse continue des dotations et l'absence de réforme fiscale ambitieuse qui limite notre capacité à agir efficacement pour tous les Lambersartois, et même si nous prenons acte des efforts engagés, notamment sur le logement social et de la qualité du travail du CCAS, au nom du groupe Lambersart Social, Écologique et Solidaire, je m'abstiendrai sur ce budget, dans l'espoir que les prochains exercices budgétaires iront plus loin dans la réponse aux besoins de tous les habitants. Je vous remercie. Merci. Madame Dorotanguy. Merci. Monsieur le maire, monsieur Lemthierry, chers collègues, je salue tout le travail sur le budget prévisionnel des services et des élus. C'est un gros travail à fournir. Alors, si nous pouvons saluer le désendettement de Lambersart et l'assainissement de ses finances pendant ce mandat, nous pouvons encore regretter l'abandon de certaines dépenses qui pourraient apporter un peu de joie dans cette période difficile pour une grande partie de la population. Comme l'an dernier, je m'abstiendrai. Merci. Merci. Monsieur Mazereux. Il faut demander la parole, parce que sinon, voilà, merci. Je souscris à ce qui a été dit et ça serait redondant de prendre à nouveau la parole. Merci. Monsieur Boisse. Oui, monsieur le maire. Je vais intervenir, donc, contrairement à
mes prédécesseurs, ça sera ma première intervention en tant que conseiller municipal indépendant. Je vais être assez bref puisque beaucoup de choses ont été dites. Je vais commencer par remercier M. Lemthierry pour son travail ainsi que les services qui l'ont accompagné. Et je vais rebondir sur quelques mots qui ont été dits en introduction par M. Lemthierry qui, je les ai notés, qui indique que la ville est en bonne santé financière, que tout a été géré avec prudence. Et ça, on ne peut que vous féliciter d'avoir redressé les comptes de la ville et d'être arrivé à un niveau d'endettement qui est plus que raisonnable. Je pense que vous voyez où je veux en venir, c'est que ce niveau d'endettement qui est aujourd'hui plus que raisonnable, on l'a vu notamment lundi quand on a débattu du ROB, où on voit que notre niveau d'endettement est inférieur aux villes de la même strate, a pour conséquence et pour corollaire en fait que du coup tous les investissements qui sont faits sont financés par l'autofinancement et que de fait ça limite aussi les capacités de financement et de dépenses publiques. Si on se place sur un niveau un peu plus macro, au niveau national, on sait que la dépense publique représente une majeure partie du PIB français, qui est aujourd'hui en berne. C'est 13% de mémoire, je pense, du PIB français qui vient de la dépense publique. Et donc cette dépense publique qui est limitée a aussi pour conséquence, sans être extrêmement long, puisque ça a déjà été dit avant, la limitation de certains projets. Alors, les choses sont allées dans le bon sens. Il y a eu des progrès en matière écologique, il y a eu des progrès en matière sociale, mais il faut dire aussi qu'on venait de loin. On a récupéré des bâtiments qui étaient dans un état qui nécessitait d'être entretenus, notamment au niveau énergétique. Et malgré cela, en fait, moi, ce que j'ai noté surtout, c'est que vous nous avez indiqué, monsieur Lemthierry, l'inscription d'un emprunt de 4 millions d'euros, qui n'est que, on le sait, fictif, puisque ça sera adapté par rapport aux résultats de la section de fonctionnement sur 2025, dont on aura connaissance au premier conseil municipal de la prochaine mandature. Là où je veux en venir, c'est qu'en fait, cet emprunt de 4 millions d'euros en fait, ne va pas être souscrit probablement, puisque le résultat de 2025 sera bénéficiaire, ce qui veut dire que potentiellement, il y avait encore des marges de manœuvre. J'y reviendrai après, notamment sur d'autres sujets, mais on s'est un peu écharpé. Chaque année, c'était un peu le serpent de mer sur l'augmentation des tarifs de la cantine, où on nous disait qu'il n'y avait pas d'argent magique. Et j'en suis bien conscient qu'il n'y a pas d'argent magique, mais l'argent magique n'existe pas non plus pour les familles. Donc en fait, aujourd'hui, c'est le dernier budget, c'est le dernier conseil municipal, donc c'est un petit peu l'heure du bilan. Et pour moi, en fait, il y a eu des choses qui ont été bien faites, mais je pense qu'on aurait pu aller plus loin en matière sociale, en matière écologique, en matière de transition écologique. On le rappellera aussi, c'est à peu près 60 emplois publics en moins dans la mairie, avec des conditions de travail qui sont parfois dénoncées. On a eu plusieurs alertes des syndicats, il y a eu des mouvements de grève. Donc je pense qu'on aurait pu aller plus loin. Et donc pour ces raisons, je voterai donc contre ce budget, puisque pour moi, le bilan n'est pas à la hauteur des moyens dont on dispose aujourd'hui. Merci. D'autres demandes d'intervention? Non. Monsieur Lemthierry, si vous avez des éléments de réponse ou de débat. Merci. Tout d'abord, je vous remercie tous de ces 5 années passées ensemble, en tout cas pour ceux qui sont là depuis 2020. Les débats ont toujours été apaisés, quelques polémiques de temps à autre. Néanmoins, ça s'est toujours très bien déroulé. Je démarre avec Monsieur Caudron, si vous me le permettez. En tout cas, vous avez compris que nous ne serons jamais d'accord avec vous sur l'emprunt. Ça, je pense que vous l'avez acté, vous l'avez bien intégré à votre esprit. Non, c'est non. Mais vous avez enfin avoué au dernier conseil municipal que la situation était dégradée. Ce que vous l'avez... Ok, synonyme tendu, dégradé. Bon. Je cite le comptable public et je cite Madame Kriéger, que vous étiez à côté d'elle au moment où les rapports et les analyses du comptable public étaient sortis. Donc la situation était bien dégradée. Et je vous confirme que la CAF brute était d'1,9 million et de la CAF net était de 650 000 euros. Tout à fait. Donc pas d'erreur. C'est bien ça. Mais aujourd'hui, et la dette était à 17 700 000 euros. 17 670 pour être exact.
Mais je pense à quoi vous faites référence. Vous comparez au 1er janvier 2020, mais vous le comparez... Non, mais je pense que l'erreur vient de 31 décembre 2019 et le 1er janvier 2020. Donc je pense que vous avez considéré peut-être que les 16 millions et quelques étaient parce que vous allez rembourser pendant l'année 2020. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, 31 décembre 2019, c'était 17 700 000 euros. Et j'ai les chiffres devant moi et le comptable public le précise. Oui, parce que je considère que c'est le 31 décembre 2019, c'est la même chose que le 1er janvier 2020. Vous n'avez rien... Bon. Non, mais... Les chiffres ont du sens, donc on les donne de manière... Oui, d'accord. Et donc, vous nous citez tous vos investissements, Monsieur Caudron, mais moi, je me suis amusé également à retenir... Oui. Ne vous énervez pas, vous aurez l'occasion d'échanger, Monsieur Caudron. Les emprunts, vous citez que vous avez fait énormément d'investissements avec de l'emprunt et de l'autofinancement. Moi, je me suis amusé à sortir tous vos emprunts. 2018, 3 millions d'euros. 2019, 2,8 millions. 2 emprunts de septembre 2025, 234, 273. 2 emprunts qui s'éteignent en 2025, 334 273 000 que vous avez empruntés. Je rappelle juste les chiffres de la dette. 2028, on aura une dette qui va s'éteindre, 2 millions d'euros que vous avez empruntés en 2008. Vous avez encore emprunté en 2010, 2 millions d'euros. Vous avez emprunté en 2011, 2 millions d'euros. Vous avez emprunté en 2010, 3 emprunts, 2011, 2 millions d'euros, 2012, 2 millions d'euros, 2018, 3 millions d'euros, 2019, 2,8. Donc je pense que sur une bonne mandature, vous avez quand même emprunté ce dont on parle des 17 millions. Donc oui, vous avez investi grâce à une partie de l'autofinancement, mais vous avez quand même investi grâce à une grosse partie, grâce à l'emprunt. Bon. Oui, très bien. Grâce au réseau... Non, ça c'est la deuxième question. Donc ensuite, vous parlez du personnel qu'on avait surestimé. Je l'ai expliqué. J'ai expliqué que lors de la préparation du budget 2025, M. Barnier n'avait pas encore validé tout PLF 2026. Il y a eu aussi M. Bayrou également qui est arrivé. Donc on a surestimé parce que c'est les éléments qu'on avait à l'époque et parce qu'on a voté le budget tout à fait en décembre 2024. Donc voilà pourquoi cette différence sur le personnel entre 2025 et 2026. Maintenant qu'on a un résultat plutôt précis sur la masse salariale en 2025, on a préféré de manière sincère et précise d'inscrire uniquement les 18 550 000 euros. Madame Domro-Tanguy, je vous remercie d'avoir rappelé le désendettement, mais je ne vois pas à quoi vous faites référence, que vous regrettez certaines dépenses, je ne sais pas. Ensuite, Monsieur Boisse, j'arrive, et Monsieur Pira avant. Je prends juste mes notes. Monsieur Pira, je voulais juste rappeler ce que sont les APCP. Les APCP, c'est un outil qui est utilisé également pour ne pas faire la dépense en une fois. C'est une manière aussi de dire on peut utiliser de manière régulière sur différents exercices comptables, et le PPI entre parenthèses, qui nous permet de financer toutes les opérations. Ça, c'est le premier point. Mais le deuxième point, c'est que même si on souhaite faire le projet tel que le restaurant scolaire, on n'aurait pas pu le faire. Parce que au-delà de l'élément financier, il y a l'élément faisabilité technique. Et aujourd'hui, les entreprises, ce n'est pas parce que vous validez un marché avec elles que du jour au lendemain, le projet est mis en place et il est réalisé. Donc, les APCP, c'est une façon d'échelonner les dépenses sur plusieurs services. Et si demain ou après-demain, on a 5 projets, même si on a les moyens financiers de les réaliser, on ne peut pas le faire. Donc, ce n'est pas une méthode pour ne pas financer nos projets, c'est une méthode pour échelonner et pour faire les choses correctement. Donc, je voulais juste vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur ce que sont les APCP. Parce que
les APCP permettent aussi de faire plusieurs projets et de manière coordonnée pendant plusieurs exercices budgétaires. Je ne sais pas quand vous dites qu'on n'a pas assez fait pour le soutien aux associations, qu'on n'a pas fait assez de soutien pour le CCAS ou le côté social. Moi, je retiens quand même que sur les associations, il y a plus de 4 millions d'euros qui ont été quand même attribués aux associations depuis 2020. Je laisserai peut-être la parole à M. Pierre Bertin pour rappeler un petit peu le travail social qui a été fait. Moi, j'ai toujours le souvenir des paniers solidaires. J'ai le souvenir également des chèques énergie. Les paniers solidaires ont augmenté aussi d'une année à une autre. Donc, voilà, il y a des choses qui ont été faites. Peut-être à vos yeux, ce n'est pas assez. Mais quand je reprends quand même les chiffres, quand je vois qu'il y a 4 millions d'euros sur le financier et pas sur le côté indirect, parce qu'il y a aussi énormément d'aides indirectes, le personnel mis à disposition, le matériel, les salles. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites du côté des associations et du côté du CCAS. Voilà un petit peu si j'ai retenu ces deux interventions chez Monsieur Pira. Monsieur Boisse, hop. Il faut que je trouve déjà ma note. Oui, il y a une bonne santé financière. Et en fait, également, j'ai pris un petit temps pour savoir ce que ça signifie, la santé financière d'une ville. Premier point, c'est l'épargne brute. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle a la ville aujourd'hui. Deuxième point, c'est est-ce qu'on est capable demain d'emprunter. 3, est-ce qu'on a une bonne trésorerie. Donc, il y a plusieurs éléments parce que j'entends parler beaucoup de choses quand les gens nous interpellent. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre santé de cette ville-là? Comment vous considérez que la ville est en bonne santé? Oui, je vous confirme que la santé financière de la ville, elle est bonne et c'est le travail qui a été fait sur le 011, sur les charges à caractère général depuis 2020. Sur limiter nos capacités de financement, je ne pense pas qu'on se soit limité sur nos investissements. On a toujours dit, on faisait avec nos propres moyens. Lorsqu'on a les moyens de réaliser des projets, on pouvait les financer. Le maire n'a pas arrêté de rappeler que s'il y a une situation d'urgence, nous pourrions bien évidemment emprunter. Aujourd'hui, par rapport au projet qu'on souhaite mettre en place, on a considéré que la section de fonctionnement permettait de dégager un petit peu d'argent pour pouvoir investir. Donc, vous avez rappelé, il y a eu des progrès écologiques, sociaux, dans pas mal de domaines. Et puis, vous parlez de l'emprunt, des 4 millions. Oui, en effet, tous les ans, on a fait ça. Ce n'est pas une nouveauté. Tous les ans, on vote le budget en décembre, exceptionnellement cette année en janvier. Donc, j'ai un résultat de clôture qui est aux alentours de 6 millions et quelques euros, qui va permettre d'effacer cet emprunt-là virtuel. Mais en fait, on vous a entendu parce que sur les investissements année 2026, on est quand même sur 8,5 millions. Le restaurant, il y a la continuité du restaurant, la garderie, il y a les terrains, il y a la piste d'athlée. Donc, tous ces investissements, il va falloir les payer. Et si on n'a pas ce résultat de clôture suffisant pour financer ces projets-là, là, on aurait été embêté et on aurait emprunté. Donc, l'emprunt d'équilibre sur la section d'investissement, c'est une manière de dire on sait plus ou moins qu'on aura un résultat de clôture qui permettra d'effacer cet emprunt-là d'équilibre. Sur la restauration collective, j'ai demandé, je n'ai pas eu les précisions et bien sûr je vous les communiquerai au bon moment, j'ai demandé quelle est la différence entre le marché d'avant et le marché d'aujourd'hui. Monsieur Blancard a présenté il y a quelques mois la pause méridienne, ce qu'elle coûte la pause méridienne, parce que vous faites référence à la restauration collective, mais la restauration collective, il ne s'agit pas uniquement de ce que les enfants ont dans leur assiette ou le repas qui est facturé. Il s'agit d'un accompagnement, il s'agit de personnel, il s'agit d'animateurs et ensuite, il y a la facturation du prestataire. J'ai demandé les chiffres, je ne les ai pas encore analysés, mais les personnes qui ont assisté, comme M. Pira et vous également, M. Boisse, vous avez assisté quand même aux réunions avec les candidats que nous avons reçus. Et je pense que le maire a pris la décision de choisir la qualité que le prix.
vous ne pouvez pas nous reprocher ça. Donc, à aucun moment, sur le prix des repas, nous avions imaginé qu'on faisait des économies sur le prix des repas. Mais quand il s'agit de 14 € l'heure par enfant pendant la pause méridienne, vous pouvez imaginer que la ville a fait d'énormes efforts. Et le prestataire que nous avons pris coûte bien évidemment plus cher que le prestataire d'avant. Donc, j'entends, mais en même temps, je vous dis les éléments de manière factuelle que oui, on a fait un choix qualité, on a fait un choix qui coûte plus cher à la ville, que ce soit en RH, que ce soit en repas dans les cantines. Et ensuite, RH, je ne sais pas quoi vous répondre parce que je l'ai précisé également au moment où j'ai précisé le 0,12, au moment où je vous ai exposé ce que nous coûte aujourd'hui la masse salariale. Quand il y a des mesures catégoriales, quand il y a des cotisations, on va continuer à payer la caisse des retraites parce qu'elle est toujours déficitaire. On va continuer à payer ces 4 points qui représentent environ 200 000 € par an. Vous comprendrez aisément qu'au moment où on a des besoins dans certains services, ce fut le cas, voirie, services travaux, il y a eu énormément de déprécarisation sur le personnel. Donc, vous comprendrez aisément que oui, on fait un tout petit peu attention sur les remplacements quand il y a des départs en retraite, mais on fait énormément d'efforts sur le besoin en fonction des services. Je pense avoir répondu à un maximum de questions et je reste à votre disposition. Monsieur Bertin, on a parlé CCAS, si vous voulez intervenir. Je vais vous inviter, donc je vais surtout répondre aux interventions de Monsieur Pira et de Monsieur Boisse qui formulaient un certain nombre de remarques sur le manque d'ambition sur certaines actions sociales. Moi, je vais vous répondre sur du factuel. Je vais vous inviter à vous... Alors, Monsieur Boisse, vous y aviez assisté, à reprendre mémoire de ce qu'a été la présentation du rapport d'orientation budgétaire du CCAS au mois de décembre dernier et qui sera évidemment, dont les grandes lignes seront reprises dans le budget qui sera voté le 9 février. On ne peut pas résumer ces orientations budgétaires au seul maintien de la subvention de la ville au CCAS. Nous avons pris le temps, mes collègues et moi, de vous présenter littéralement ce qu'est ce rapport d'orientation. On en a lu chaque ligne et parce qu'on avait le souci de vous le présenter en toute transparence. Je vous invite à une analyse comparée du rapport d'activité qui a été amplement présenté et dont on a fait un écho lors d'un dernier conseil municipal avec le ROB. Trouvez-moi une seule action à laquelle le CCAS a dû renoncer ou qu'il ait dû réduire faute de moyens. Avez-vous lu, à titre d'exemple, que le ROB prévoit la révision des seuils pour l'accès à certaines aides pour éviter que du fait de l'inflation ou du fait de l'augmentation de l'évolution de certains minima sociaux, des personnes se retrouvent exclues de ces aides. Le CCAS est mieux connu, beaucoup mieux connu qu'il ne l'était antérieurement. Une large information est faite auprès des personnes qui se présentent au CCAS, qui ne viennent pas nécessairement pour solliciter une aide alimentaire ou quoi que ce soit, et qui, pour certaines d'entre elles, en ressortent justement avec une orientation vers un dispositif d'aide d'urgence ou un dispositif d'aide alimentaire ou autre. Au mois de décembre, je suis dans le factuel. Au mois de décembre, ce sont 35 foyers qui ont bénéficié de l'épicerie solidaire, alors que dans la convention avec l'homme, la moyenne est de 30. On a pu aller au-delà et ça représente un coût, évidemment, dans le cadre de cette convention. Et encore une fois, je le redis, l'action sociale ne se résume pas à seulement une subvention, à la seule subvention. L'action qui est menée par le CCAS est maintenue, elle est amplifiée. On peut citer les actions pour les seniors qui sont encore une fois maintenues, amplifiées, les animations, les actions également contre l'isolement,
une sensibilisation accrue et nous portons une attention très spécifique sur les violences intrafamiliales, des actions très concrètes sur la santé et le handicap et qui se poursuivent. La petite enfance, avec ça a donné lieu à des discussions avec l'embauche d'une personne pour le RPE pour dynamiser et redynamiser le rôle des assistantes maternelles. Alors, outre le fait, évidemment, que les agents s'approprient nos priorités, les demandes politiques que nous formulons, on a aussi également mené un travail de réorganisation fonctionnelle du CCS, d'attribution des tâches, et ça permet d'avoir une action sociale, je dirais, encore améliorée. Les services supports de la ville sont maintenus, ils sont même amplifiés, et c'est pas négligeable. Bref, l'action sociale de la ville ne se résume pas, je le redis, à la seule subvention. Je terminerai juste en citant quelques aides sociales facultatives. Monsieur Boise, vous êtes membre de la commission permanente. Très régulièrement, au gré des renouvellements, vous êtes assidu. Pouvez-vous me citer une seule demande d'aide qui ait été refusée faute de budget ? Les aides sont accordées en fonction de barème, elles sont accordées en fonction de l'équité. Et je l'ai redit, dans le cadre du ROB, on est prêt à revoir les barèmes compte tenu de circonstances extérieures. Les orientations se font par les travailleurs sociaux, les orientations de situation se font par les travailleurs sociaux, et ce sont ces personnes, les assistantes sociales, qui sont en contact réel avec ce qu'est la précarité et la pauvreté à Lambersart. Et elles orientent les personnes pour lesquelles une aide, une attention particulière doit être faite. Je termine par 2 chiffres. En 2026, le budget pour les aides d'urgence, aides alimentaires et aides d'hygiène seront augmentés de 10%. Les aides pour le soutien aux dépenses d'énergie, aux dettes d'énergie sont augmentées dans le budget du CCS de 25%. Et le budget du CCS le permet, en dépit du prêt inique, je n'ai pas peur du mot, que le CCS doit supporter jusqu'en 2028 pour financer des locaux qui, d'ailleurs, pour la petite histoire, à terme ne lui appartiendront pas. Et en dépit de ce prêt, le CCS fait face à une action sociale démultipliée. Merci. Merci. Y a-t-il des réponses aux réponses? Monsieur Pirat. Juste pour souligner qu'effectivement, il existe un prêt caché qui n'est pas comptabilisé par Monsieur Lemthiri et qui se retrouve dans les financements du CCAS. Alors, je sais bien qu'il fallait faire face à un moment donné à des locaux qui n'étaient plus accessibles au public, et donc il y avait urgence. Mais donc voilà, c'est bien de le souligner. Et j'espère que le jour où le prêt ne sera plus remboursé, la somme qui était affectée restera à disposition du CCAS. Merci. Merci. Donc merci à tous ou à certains d'entre vous pour cette séquence nostalgie. Mais je reconnais bien volontiers qu'au cours de ce mandat, les échanges ont été courtois, parfois et même souvent en désaccord en ce qui concerne le budget, mais bon, ils ont été courtois, constructifs, et cela c'est dû à chacun d'entre nous, chacune d'entre nous, donc merci. Je constate ce soir que alors là, ma grande surprise, mais je m'en réjouis, que tout le monde nous parle d'un état financier de la ville, alors assaini, bonne gestion. Bon, donc tout le monde est d'accord pour dire que Lambersart, sur un plan financier, va mieux qu'il n'a été. On est à peu près d'accord avec ces termes-là. Ça se passe. Et nous ne pouvons que nous en réjouir, tous, bien sûr. Tant mieux. On peut parler des prêts. On peut parler des prêts.
alors le montant, moi je rejoins Monsieur Lemthierry, hein, c'est 17 millions et 7. Hein. Et Monsieur Pierrat l'a souligné. Il a fallu faire porter par le CCAS le prêt pour la construction du bâtiment parce que il n'était plus possible d'alourdir l'endettement de la ville. Parce que quand on parle de prêt, il faut parler de CAF, de capacité d'autofinancement, et il faut que notre capacité d'autofinancement reste positive. Et pour qu'elle reste positive, il ne faut pas que nos remboursements de prêts deviennent trop importants. Et si le prêt pour le CCAS était passé du côté ville, je pense que notre CAF aurait été vraiment très limite. Donc oui, 64 000 euros par an qui sont remboursés par le CCAS pour le bâtiment, et tout cela s'achève en fin 2028. On verra bien ce que décidera l'équipe municipale à ce moment-là. Est-ce qu'elle gardera les 64 000 euros au bénéfice du CCAS ou est-ce qu'elle les réintégrera au bénéfice de la ville ? Non pas non plus pour le mettre dans sa poche, mais pour l'utilité des Lambert Sartois en règle générale. Donc on verra à ce moment-là. Je m'interrogeais, Monsieur Caudron, je ne peux pas m'en empêcher quand même. Vous intervenez en conseil de mail brillamment au nom de votre groupe sur l'Europe et sur le budget chaque année. Bon, donc là... il n'y a pas de budget, mais lors de l'avant-dernier conseil communautaire, le président d'alors, Damien Castelin, a dit une phrase, je ne vais pas la répéter exactement, mais il disait « Je me réjouis chaque jour du fait qu'Alain Bernard a tellement bien géré la collectivité que notre endettement a diminué et, du coup, va nous permettre de faire face au mur d'investissement nécessité par le SDIT notamment. » Et je me demandais comment vous alliez pouvoir faire un texte qui ne vienne pas contredire ce que disait le président, tout en continuant à plaider pour l'endettement. Je regrette dans ce mandat de ne pas avoir réussi à dessiller votre regard sur l'endettement. Non, je sais pas, c'est deux théories, deux théories différentes. Est-ce que entre les deux, oui, mais je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se réjouir d'avoir moins de dettes. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas se réjouir d'un moment de pouvoir investir sans emprunter, avec effectivement notre capacité d'autofinancement. Alors bien sûr, là vous parlez d'une maison, oui, alors c'est sûr que si Lambersart devait acheter je ne sais quoi, alors que ses finances, bon là on est à 35 millions d'euros, si on doit acheter un truc à 60 millions d'euros, oui, on est bien d'accord là, mais sur des investissements à 3, 4, 5 ou 6 millions d'euros, moi, je me réjouis qu'on puisse le financer par nos marges de manœuvre. Bon, voilà. Mais j'aurais pas réussi. Et vous n'aurez pas réussi à nous convaincre, ça, c'est sûr. Mais je regrette de ne pas avoir réussi ça. Bon, et puis après, chacun est dans sa ligne d'eau. J'entends bien la vision sociale et il faudrait donner plus. Bon, Monsieur Bertin a expliqué qu'on faisait déjà beaucoup. On a parlé de la cantine. Faut quand même bien se rendre compte que l'inflation entre 2020 et 2025, elle a explosé. Et je suis convaincu que les parents payent aujourd'hui en ratio moins qu'ils ne payaient en 2020. Ils n'ont pas suivi l'inflation officielle. Mais bon, voilà. Après chacun, bien sûr, va défendre de ses positions. Donc, écoutez, merci. Non, c'est bien. Bon, alors après, les votes, là, on va quand même les spécifier, parce que certains s'abstiennent, d'autres votre compte. Donc, levez bien la main si vous le voulez bien, qu'on y voit clair. Mais oui, merci aux services qui ont organisé ces nombreux conseils municipaux liés au budget. Merci aux services qui ont monté le budget. Et puis, merci à chacun des élus pour sa participation à ce débat.
Donc, en ce qui concerne le budget primitif 2026 de la ville de Lambersart, qui vote contre? Donc, 4 plus 1. Merci, Monsieur Boisse. Qui s'abstient? 3. Et qui vote pour? Bien, donc il est adopté à la majorité. Je vous remercie. Et nous continuons avec les APCP qui permettent, effectivement, Monsieur Lemthierry l'a expliqué, de se projeter dans l'avenir. Et, Monsieur Pirat, lorsque un projet est fini, bon, il disparaît des APCP, mais d'autres projets peuvent entrer dans les APCP. Donc, en 2027 ou 2028, il y aura d'autres projets et les APCP ne seront pas réduites à 1 million d'euros. Monsieur Lemthierry va les présenter et puis vous... Ah bon, c'est moi qui ai mal compris l'intervention, alors je m'en excuse. Alors, Monsieur Lemthierry, les APCP. C'est une mise à jour plutôt des APCP dans donc le cadre des investissements inscrits au budget 2026 et du budget supplémentaire. Nous vous proposons un tableau qui récapitule l'ensemble des projets et des programmes, ce qui pourra être mandaté, ce qui pourra être payé en 2026, ce qui va être payé en 2026, et surtout les proportions, celles de l'autofinancement et l'autre éventuellement grâce aux subventions qu'on peut percevoir. Donc, rénovation des toitures, renforcement des charpentes et pose de panneaux photovoltaïques sur 10 bâtiments. Le coût de l'opération était de 2 846 797,47. Nous avons mandaté 2 826 611 95 et il reste pour 2026 20 000 185 52. La subvention reçue s'élève à 631 000 731,63 et nous espérons encore obtenir une subvention de 218 50,20. Et avec l'autofinancement, nous finançons pratiquement 1 996 973 64. Le terrain Guilofort ainsi que les éclairages qui ont été réalisés, tout a été payé bien évidemment. Le coût de l'opération, c'est 2 675 401. Nous avons reçu l'ensemble des subventions à hauteur de 1 43 473,07 et nous avons payé avec les fonds de la mairie 1 631 927,93. Nous continuons le travail sur l'agrandissement de l'école La Fontaine qui s'est fait en 2025 et la totalité de la somme a bien été mandatée pour 1 49 614,38. Nous avons reçu une subvention de 43 000 808,40. Nous percevrons encore une nouvelle subvention de 100 000 419,60. Et nous avons payé avec les fonds de la mairie 897 386 38. Sur le restaurant La République, bien évidemment, c'est en cours. L'ensemble de l'opération va coûter 4 897 017,94. Ce que nous avons mandaté entre 2024 et 2025, 1 039 165,83. Nous allons payer en 2026 3 857 852,11. Nous avons eu des notifications de subventions et nous attendons sur la globalité 500 047 500 euros avec le fonds propre pour la mairie 4 349 517 94. Il y a également accroché à ce restaurant scolaire, il y a la cabane à grandir pour la somme de 2 458 951, ce qui a été mandaté initialement dans les études et dans le démarrage des travaux 110 579,64, ce qui va être engagé en 2026 1 248 372,11 et il restera en CP en 2027 1 100 000. Les subventions sont en cours. Nous espérons avoir 220 000 euros pour un global pour la ville de 2 238 951. L'ensemble des autorisations de programme des opérations 13 927 782.
ce qui a été déjà mandaté 7 701 372,80, ce qui va être payé en 2026 5 128 409,74 et ce qui sera encore en 2027 les 1 100 000 de la cabane à grandir. Vous observez que sur les subventions déjà reçues 1 719 55 €, et les subventions encore à obtenir 1 093 980 080 €. Les emprunts et en fonds propres 11 114 757,84. Donc vous observez quand même que sur la partie des subventions, nous essayons d'avoir un maximum de subventions auprès de tous les organismes et toutes les institutions qui nous permettent de réaliser nos projets. Sur ces bases, il est proposé aux membres du Conseil d'adopter cette mise à jour des APCP. Bien, APCP qui avait été demandé par M. Caudron il y a quelques années et qui sont éclairantes pour tout le monde. Félicité, n'est-ce pas? Je suis un chaud partisan de ces APCP, donc bravo. Non. Quand c'est bien, il faut le dire aussi. En termes pédagogiques, c'est toujours intéressant. Donc, merci. Donc, la mise à jour des programmes votés en APCP, qui vote contre, qui s'abstient, c'est à l'unanimité, merci. Pour les mares. Lors de la présentation des dépenses d'investissement il y a quelques instants, je vous ai présenté qu'il va y avoir le projet de 5 mares dans différents sites, Parc des Charmettes, Parc Castel-Saint-Gérard, Clos-Saint-Pierre, Village-Joyeux et Parc de Bure-du-Buc. Donc nous avons estimé ces projets-là donc pour 100 000 € hors taxes. Nous espérons obtenir des subventions auprès de l'Agence de l'eau dans le cadre du programme France Nation Verte, du Conseil départemental du Nord, dans le cadre du programme de renaturation en ville, du Fonds vert également, dans le cadre de la renaturation des villes et des villages, éventuellement auprès de l'AMEL ou tout autre organisme susceptible d'aider financièrement à la réalisation de ce projet et d'autoriser le maire à signer tous les documents afférents à cette demande de subvention. Merci. Merci. Des demandes d'intervention. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Madame Lucot, nous arrivons aux associations. Bonsoir. Nous allons commencer par l'attribution d'une subvention exceptionnelle. Nous avons eu une demande de la part du Collège Lavoisier d'un professeur de la session SECPA pour une sortie scolaire à Canterbury au mois de mars. Nous proposons, donc bien sûr, il s'agit d'une sortie pour 42 élèves de la section SECPA avec pour objectif la connaissance d'une culture différente et une recherche d'autonomie pour les élèves. Nous proposons d'attribuer 562 € pour ce projet. C'est un calcul pour que le reste à charge des familles soit raisonnable. Nous prenons en charge 13 €, un peu plus de 13 € par enfant. Par élève. Merci. Des demandes. Madame Dorothorgui. Faut demander la parole. Faut demander la parole si vous voulez bien. Je n'ai pas été attentive. Je m'abstiens sur la délibération des demandes de subvention des mares, s'il vous plaît. Merci. Donc nous prenons note de l'abstention sur la délibération précédente. Merci. Donc sur celle-ci, les 562 € pour la section SECPA de Lavoisier. Y a-t-il des demandes d'intervention? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Merci. Les subventions aux associations. Alors, avant tout, comme je le souligne chaque année, je voudrais remercier l'ensemble des acteurs du monde associatif de Lambersart, les présidents, les membres de bureau, les bénévoles, toutes ces personnes qui font vivre la vie associative. La vie associative de notre ville, on le sait, est riche et diversifiée. Donc merci pour ce temps consacré, pour l'engagement dévoué auprès des Lambersartois qui peuvent ainsi profiter d'activités variées, de rencontres qui renforcent le lien social qui nous tient à cœur. Je souhaite également remercier les services de la ville qui travaillent avec le monde associatif pour leur disponibilité, parce que là, nous allons parler des subventions directes, donc financières, mais il ne faut pas oublier toutes les heures de mise à disposition des locaux de la ville, toute la logistique autour de cette mise à disposition.
et qui concerne toutes les associations lambert-sartoises. Nous allons donc maintenant parler des subventions directes. Donc, après avoir fait cet aparté sur les subventions indirectes, comme chaque année, ces demandes ont été réalisées par la production de dossiers. Alors, je sais que c'est un gros travail pour les associations de remplir ces dossiers avec une remontée d'informations indispensable pour permettre l'étude. Là aussi, je remercie le service de Madame Vienne et de Madame Husson pour tout le travail de préparation pour ces dossiers avec beaucoup de critères qui sont demandés et un travail particulièrement riche et exhaustif cette année, notamment concernant les critères financiers. Alors, cette année, nous avons décidé d'attribuer des subventions à 51 associations contre 47 les 2 dernières années, pour un total d'environ, pratiquement de 527 000 euros, 526 900 très exactement. Il y a eu de nouvelles demandes se présentant, de nouvelles associations que nous sommes ravis d'accompagner dans leur développement, car il est important de souligner ce dynamisme, justement, de la part de nouveaux acteurs associatifs. Alors, je tiens à préciser que accompagner des nouvelles associations, ça ne veut pas dire délaisser les associations qui existent depuis des années et qui sont le socle de la vie associative à Lambersart. On va revenir sur les associations par secteur. Alors, pour le secteur sportif, c'est 14 associations qui reçoivent des subventions cette année pour 122 800 euros. Je vais juste... vous avez les montants qui sont affichés. Je vais juste souligner les 2 nouvelles associations qui sont été cette année. Le biathlon urbain de Lambersart, qui rencontre un grand succès pour sa première année d'existence, et le Running Club de Lambersart. Pour le secteur culturel, ce sont 16 associations qui sont subventionnées cette année pour 234 000 euros. Là aussi, je vais souligner 2 nouvelles associations qui apparaissent par rapport à l'an dernier, le Café littéraire, mais surtout les Fous d'échecs, une nouvelle association très dynamique qui obtient cette année d'excellents résultats avec la qualification de 3 jeunes Lambersartois pour le championnat de France 2026. Donc, nous tenons à aider cette association qui aussi participe à de nombreuses manifestations de la ville, aussi dans les écoles. Dans le secteur social, ce sont 15 associations, dont le centre social et le COS, pour un total de 166 200, avec une nouvelle association subventionnée cette année, les Cocottes Conquérantes. Et enfin, le secteur militaire jeunesse, qui reçoit 3 900 euros avec 6 associations subventionnées. Oui, militaire jeunesse, c'est le même regroupement. Donc, je remercie encore l'ensemble des associations lambersartoises pour la richesse de ce qui est proposé pour la ville. Et bien sûr, comme chaque année, nous restons à l'écoute des demandes qui peuvent se présenter au cours de l'année 2026. Les subventions exceptionnelles sont là pour répondre aux besoins qui peuvent apparaître pour telle ou telle raison, que nous étudierons bien sûr en toute transparence comme chaque année. Donc sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal d'adopter les subventions présentées. Je vais préciser que cette année, il y aura des conventions qui seront conclues pour l'ensemble des associations sportives, ce qui est nouveau. Et comme les années précédentes, pour les associations qui bénéficient d'une subvention supérieure à 23 000 euros, à savoir le Centre social Innoventura, la GEMLAM, le COS et les associations sportives UFL et Jeunes France. Mais ça, elles seront de toute façon, puisque ce sont des associations sportives, c'était conclu. Et pour les subventions d'un montant supérieur à 23 000 euros, le versement se fera en 2 étapes. Un premier acompte de 30% au courant du premier trimestre et le solde au mois d'avril, à savoir les 70%. Merci. Des questions, des demandes d'intervention, des remarques? Monsieur Boisse. Oui, monsieur le maire, une demande d'intervention, ça sera un peu ma réponse à monsieur Bertin. Puisqu'on n'a pas évoqué, mais c'est dans le cadre de cette délibération qu'on va voter aussi la subvention au CCAS.
Alors, en premier lieu, je voudrais quand même saluer le formidable travail, comme l'a remarqué Madame Lucot, réalisé par les associations qui sont sportives, culturelles, sociales, de jeunesse, puisque elles font vivre Lambersart au quotidien, elles créent du lien, elles offrent des espaces de convivialité et d'engagement, et elles contribuent à l'identité de notre ville. On peut se féliciter que certaines associations voient leurs subventions augmenter. Je pense particulièrement à l'association de l'école de musique, la GEMLAM, qui rencontre depuis de nombreuses années des difficultés financières, notamment liées à l'augmentation des... Alors, c'est pas une mauvaise chose en soi, mais des salaires des professeurs. Donc, on peut se féliciter de cette augmentation-là. Donc, vous l'avez compris, ma principale intervention concernera le CCAS. Puisque je l'ai déjà exprimé à plusieurs reprises, la subvention attribuée au CCAS est restée strictement stable. Je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est au centime près, mais je pense qu'on n'en est pas loin, depuis 2020. Or, chacun le sait, les besoins sociaux augmentent, vous l'avez rappelé, Monsieur Bertin. Les charges se renchérissent pour tous les ménages et le CCAS doit faire face à des demandes toujours plus nombreuses et complexes. Maintenir le montant inchangé depuis 5 ans revient en réalité à diminuer la subvention. On l'a rappelé aussi, le budget du CCAS comprend le remboursement du crédit de l'emprunt contracté à l'époque pour construire le nouveau CCAS et ce que j'ai appris aujourd'hui pour un bâtiment qui ne lui appartiendra pas par la suite, ce qui est quand même étonnant. C'est une dépense nécessaire, mais elle pèse sur la capacité du CCAS de pouvoir envisager plus d'investissements. Nous devons avoir conscience que cette contrainte budgétaire ne doit pas se traduire par une stagnation durable des aides au risque de fragiliser nos services sociaux et les associations qui les complètent. Notre responsabilité collective est de garantir que le CCAS dispose des moyens nécessaires pour continuer à jouer son rôle essentiel. Les remercier pour leur engagement est une évidence. Leur donner les moyens financiers de poursuivre et d'amplifier leurs actions devrait l'être tout autant. Il est utile de rappeler que le CCAS a aussi, particularité lambersartoise, la charge du service petite enfance, et que le CCAS est donc devenu depuis le 1er janvier 2025 l'autorité organisatrice de l'accueil du jeune enfant. Heureusement, le CCAS de Lambersart avait plus ou moins pris les devants en créant déjà depuis quelques années le relais petite enfance, le guichet unique. Cette nouvelle fonction qui lui est maintenant légalement imputée a généré des frais supplémentaires, vous l'avez rappelé, notamment l'embauche de personnel supplémentaire. Or, ces frais ne sont pas compensés par une augmentation des subventions versées au CCAS. Je tiens aussi avant tout à souligner le formidable travail qui est effectué par l'ensemble du personnel du CCAS. Nous pouvons compter sur des personnes qui sont motivées, volontaires et qui ont à cœur d'exercer leur métier. Je garde en mémoire, vous l'avez rappelé, Monsieur Bertin, le dernier rapport d'activité du CCAS qui nous avait permis d'appréhender le travail et l'important travail de tous les agents qui travaillent au CCAS, qui sont obligés d'être pluridisciplinaires, qui sont obligés de se plier en quatre pour pouvoir réussir à trouver des solutions, le plus de solutions possible pour les personnes qui se dirigent vers le CCAS. Je garde en mémoire la technicité de leur travail et leur volonté pour trouver des solutions. Je me souviens aussi que le CCAS exprime régulièrement sa volonté d'être plus connu, plus accessible. Il y a eu un travail de notoriété qui a été fait, qui a porté ses fruits, mais qui pourrait être accentué. Le CCAS a aussi la volonté de pouvoir disposer de moyens pour pouvoir agir plus tôt, qu'on ne soit pas obligé que les gens soient contraints de venir frapper à la porte du CCAS parce qu'ils se retrouvent face à un mur, qu'on puisse anticiper les difficultés. Alors, le CCAS fait déjà un travail exceptionnel, mais avec plus de moyens, on pourrait en faire encore plus. Ce qui est nécessaire à une époque où les besoins augmentent, à une époque où le CCAS est parfois, voire de plus en plus souvent, amené à intervenir pour compenser les décisions étatiques ou pour compenser les décisions de l'État qui se déchargent de plus en plus sur les collectivités locales, ou le retard de certains services de l'État qui forcent le CCAS à devoir intervenir en urgence, puisque les décisions, notamment de la préfecture, ou les délais de traitement de certains dossiers dans la préfecture, créent des situations difficiles et qui forcent le CCAS à devoir intervenir, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Je tiens à saluer, Monsieur Bertin, le travail que vous avez effectué durant tout ce mandat, mais vous conviendrez, je l'espère, qu'avec plus, on peut faire plus, même si le travail est déjà exceptionnel. Donc, pour finir, ce que je voulais simplement dire, c'est que la subvention au CCAS aurait au moins pu être indexée sur l'inflation, voire un peu augmentée, alors qu'elle est restée numériquement stable.
Donc je voterai la délibération qui va permettre aux associations de fonctionner, aux CCAS de fonctionner, mais je voulais vous faire part de ces quelques observations qui, je l'imagine, ne sont pas une surprise pour vous puisque c'est devenu une petite ritournelle chaque année. Merci, Monsieur Bertin. Ah si, il faut redire ce que vous avez dit. Je rajouterais juste une petite précision en complément de ce que j'avais indiqué et par rapport à une remarque que vous faites, c'est que s'agissant en effet du nouveau service public de la petite enfance dont les communes sont en charge depuis le 1er janvier, le CCS reçoit tout de même une compensation financière de 24 000 € qui a été perçu en fin d'année dernière et qu'il sera tous les ans. Donc, en effet, c'est une nouvelle charge en termes de travail pour les agents, c'est une nouvelle charge aussi financière, mais il y a tout de même une compensation. Pour le reste, je pense que tout avait été dit. Ouais, c'est de la philosophie politique, hein. Plus d'argent, on peut faire plus. Moi, j'ai plein d'exemples où on a mis plus d'argent et on n'a pas fait plus. Là, pour le coup, si ça marchait, ça se saurait. Après, il y a un truc que vous avez du mal à comprendre, hein, c'est les histoires de bonne gestion, c'est-à-dire de gestion autrement. Et Monsieur Bertin vous l'a dit tout à l'heure, citez-nous un exemple d'aides qui ont été supprimées. Monsieur Bertin vous a cité plein d'exemples d'aides qui ont été ajoutées. Donc oui. C'est tout. C'est un fossé philosophique. Bon, nous allons voter quand même ces subventions et puis les conventions qu'on doit signer. Donc les membres des associations ne votent pas pour l'association à laquelle ils appartiennent. Donc, qui vote contre ces subventions? Qui s'abstient? C'est donc à l'unanimité, avec les remarques dont nous avons tenu compte, que cette délibération est votée. Monsieur Bertin reprend la parole pour Alpes. Je vous présente cette délibération s'agissant du renouvellement de la convention entre la commune de Lambersart et l'association Alpes, donc Alliance pour l'emploi et la solidarité. Je vous rappelle que cette association intervient à 3 niveaux. Au niveau du plan local pour l'insertion et l'emploi, le PLI MNO, qui a pour finalité de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées du marché de l'emploi, les plus éloignées du marché du travail. Et d'ailleurs, sur ce dispositif, nous attendons de connaître ce que seront les intentions du département pour les années prochaines. De la Maison de l'Emploi, donc MDE-MNO, qui a pour mission de participer au développement de l'anticipation des mutations économiques et de contribuer au développement local de l'emploi, et de la mission locale Métropole Nord-Ouest, qui a pour objet de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. Donc, suite à la sortie de la commune de Lambersart du CIVOM, la commune a tout de même souhaité maintenir sur son territoire l'intervention de l'association Alpes, évidemment. Et de ce fait, la subvention est versée directement par la commune. Elle peut verser annuellement cette subvention à l'association Alpes. Pour l'année 2026, la participation de la commune est de 143 048,96 €, qui se répartit donc auprès des 3 dispositifs. Une subvention de fonctionnement d'un montant de 41 888,16 € au titre du PLI, qui est calculé en fonction d'une participation financière à hauteur de 1,52 € par habitant. Une subvention de fonctionnement d'un montant de 29 597,65 € au titre de la Maison de l'Emploi et une subvention de fonctionnement d'un montant de 71 563,15 € au titre de la mission locale. Et donc, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention et à verser cette subvention de 143 048,96 € à l'association Alpes. Merci. Des demandes d'intervention. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Et le Graal. La quête du Graal.
Il s'agit de la convention de mise à disposition de moyens avec le GRAL, le groupe de recherche pour l'aide et l'accès au logement, qui intervient donc sur la commune avec quelques missions, donc des missions principales. L'information sur le contexte immobilier privé-public et les conditions d'accès au logement, la présentation et la simulation des aides existantes, que ce soit de la part de la CAF, du FSL, de Visal, de l'Action Logement, des conseils sur la recherche de logement, y compris dans le parc privé, la sensibilisation aux pièges à éviter, notamment dans le cadre des logements indécents ou de vendeurs de listes de logements, le rappel des droits et devoirs des locataires et propriétaires, notamment autour du droit au logement opposable, de dispositifs prioritaires, du SIAO, c'est-à-dire le relogement d'urgence, des résidences sociales et autres dispositifs, et l'accompagnement dans le maintien dans le logement via des conseils sur la consommation d'énergie et la prévention des impayés. Le GRAL organise des ateliers et des permanences en mairie, une fois par mois. Lors de ces ateliers, sont proposés aux ménages une analyse budgétaire approfondie avec l'estimation du budget en ayant en tête ce taux de 33% maximum pour un taux d'effort pour un logement ou un relogement. La simulation des aides au logement via la CAF, la vérification de l'éligibilité à l'ensemble des dispositifs et des aides, l'aide à la constitution de dossiers, la proposition d'un accompagnement renforcé. Cet accompagnement est essentiel car il permet de lever des freins importants, notamment en termes de méconnaissance, de risque d'éviter de déposer des dossiers incomplets, de difficultés budgétaires. En 2024, et ces chiffres, donc le fait que la délibération ait été reportée de quelques semaines permet d'actualiser les chiffres pour 2025. L'accompagnement est stable en 2025. 20 ménages ont pu participer aux ateliers et 37 ménages ont été accompagnés par le GRAL. Alors, résultat stable, relogement limité, parce que de toute façon, c'est un sujet qui reste complexe et soumis à beaucoup d'aléas. Le GRAL a également mené d'autres actions, que ce soit lors d'événements organisés par le CCS de Lambersart sur le logement et sur l'information et les devoirs du locataire. Et puis le GRAL est également impliqué dans le dispositif logement tremplin qui a été mis entre parenthèses durant l'année 2024 suite à un sinistre qui avait touché un immeuble dans lequel le GRAL justement était sous-locataire et donc accompagné des locataires. Il a pu reprendre son accompagnement dans le cadre de ces logements tremplins en 2025. La participation financière de la commune à l'ensemble des services proposés par l'association est basée sur une cotisation annuelle de 150 € et une subvention de fonctionnement de 1 500 €. Et donc, sur ces bases, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention et à verser la subvention de 1 500 € et à verser la cotisation de 150 € pour l'année 2026. Merci. Délibération qui revient chaque année. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Madame Pichola. Merci. Donc, pour une fois, on ne va pas terminer par du foncier par Monsieur Lambret. Donc, dans la poursuite des demandes de subvention, la première délibération concerne la participation de la ville au fonctionnement des écoles privées. Donc, il y a un forfait qui a été décidé, qui correspond au coût d'un élève du secteur public porté par la ville. Ce forfait pourra être réévalué à la hausse ou à la baisse de façon annuelle. Et donc là, afin de poursuivre cette demande de subvention, afin de suivre l'année scolaire, la subvention annuelle est versée sur 2 exercices. Un premier acompte de 30% versé en début d'année scolaire, un second acompte de 30% versé en mars N+1 et le solde en fin d'année scolaire qui sera basé sur le nombre d'élèves prévisionnels. Le montant de l'acompte 2026-27 sera susceptible dans ce cas-là d'être modifié au moment du paiement à la hausse ou à la baisse selon l'effectif réel et dans la limite du montant qui sera repris dans cette délibération. Donc je ne vais pas détailler, mais à chaque fois
Cette participation de la commune est indexée sur le nombre d'élèves et il concerne 3 écoles de la ville, l'école Saint-Nicolas avec 430 élèves, l'école Sacré-Cœur 158 élèves et l'école Sainte-Odile avec 182 élèves. Et donc sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal d'attribuer aux écoles privées une subvention de fonctionnement reprise au budget primitif 2026 à l'article 65 748 fonction 211 avec le détail que vous avez dans le tableau de la délibération et sur vos écrans. Merci. Des questions, des remarques? Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. La deuxième délibération concerne une subvention qui revient aussi de façon annuelle sur l'entretien des bâtiments qui sont mis à disposition des structures de la petite enfance. Donc il y a effectivement des conventions qui ont été mises en place en janvier 2024, dans lesquelles sont stipulées des mises à disposition de locaux par la commune au profit des associations d'accueil petite enfance et les modes de financement de la commune. Donc, de façon annuelle, la commune verse une aide financière couvrant les frais de personnel, charges patronales comprises, affectées au nettoyage des locaux sur la base de l'indice de la fonction publique correspondant au premier échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe. Et donc, ces participations interviennent sous forme de subventions qui sont versées en juin et en décembre aux structures suivantes. Donc, il y a l'association La Fontaine avec 151 heures mensuelles, le Calcanteleu, 84 heures, la garderie des Rousseaux, 65 heures, et le centre social Lino Ventura. Donc ce montant annuel est calculé et il y a un versement en juin 2026 et un versement en décembre 2026. Et donc sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal de valider le versement de ces subventions reprises au budget 2026 en imputation 4221 65 748. Merci. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est à l'unanimité. Et la dernière? Et la dernière concerne l'association Garderie Rameau, qui, donc toujours dans le cadre des demandes de subvention, la ville met à disposition un animateur pour cette association et assure le financement d'un poste au sein de l'association Garderie Rameau sur une base de 37 semaines de fonctionnement à raison de 20h30 par semaine, qui correspond à 758h30. Le montant de cette subvention est revu tous les ans en fonction de l'évolution de la valeur du SMIC. Donc cette participation interviendra sous forme de subvention versée au 30 avril pour l'association Garderie Rameau, selon le calcul correspondant donc au nombre d'heures de fonctionnement et au coût horaire agent d'animation. Pour cette année 2026, le montant de cette subvention s'élève à 14 408,88 €. Et donc sur ces bases, il est proposé aux membres du conseil municipal de valider le versement de cette somme qui sera reprise au budget 2026 en imputation 4221 65 748. Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est donc l'unanimité. Je n'ai pas reçu de questions écrites ou orales. Vos règlements intérieurs vous permet de poser des questions à chaud, auxquelles il peut être répondu à chaud ou à froid lors d'un prochain conseil municipal, mais là, non. Voilà. Et donc, normalement, c'était le dernier conseil municipal du mandat. Je tenais à remercier chacun et chacune pour sa participation active, constructive à tous les conseils municipaux de ce mandat. Et puis, je tenais aussi, et M. Caudron l'a dit tout à l'heure, à signaler l'investissement personnel, avec parfois des retentissements sur un plan professionnel, sur un plan familial, l'investissement de chacun et de chacune d'entre nous au service de la ville. Que nous soyons dans la majorité, que nous soyons dans l'opposition, chacun passe du temps, chacun met du cœur, chacun met de l'énergie au détriment d'autres choses. Donc, je tenais à vous remercier, à le dire publiquement. Ça n'est pas simple, ça n'est pas facile d'être élu municipal. On le fait parce qu'on a envie de changer sa ville, on a envie de changer le monde, et tous et toutes, nous avons passé du temps, de l'énergie, mis du cœur.
Et globalement, ça s'est bien passé dans le cadre de ce conseil municipal de la ville de Lambersart. Donc, merci. Bonne campagne à ceux qui partent en campagne. Bonne retraite à ceux qui ne repartent pas en campagne. Et puis, au plaisir de nous croiser dans d'autres circonstances. Voilà, bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir.